Elle a quelque chose de provoquant, comme d'ailleurs une de ses références, Jean Genet, qui n'aimait rien tant que de provoquer la moraline bourgeoise, la morale bourgeoise d'ailleurs tout court. Il ne faut jamais prendre cette position dans l'absolu de la morale, dans l'absolu des choses. Salut tout le monde. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais revenir sur un effet de mode, on va dire, que je vois pas mal dans le commentaire politique en ligne, que ce soit sur YouTube et Twitch comme évidemment sur Twitter. Et cet effet de mode, c'est l'idée, en particulier à gauche, qu'il faudrait pas être dans la morale. Vous l'avez vu dans l'intro avec Bégodeau, et plus largement c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué en passant, mais aujourd'hui j'avais envie de faire un épisode spécifique consacré à ça, parce que pour dire les choses clairement, je pense que c'est des grosses conneries. Savez-vous l'erreur numéro 1 que vous faites quand vous analysez le monde? Avoir une lecture du monde moral plutôt que par le système. Alors beaucoup des extraits que je vais vous passer sont tirés de cette chaîne TikTok qui s'appelle Lodoniri Philo & Co, parce que le sujet est traité frontalement, donc c'est pratique. Mais en fait ce type d'argument est très commun, je vois beaucoup ça chez des gens que je suis, notamment sur Twitter, en particulier chez des militants politiques, et à mon avis c'est une énorme impasse, et on va y venir progressivement. Alors là, dans ce premier extrait, vous voyez donc que Lodoniri nous dit qu'il faut pas analyser le monde à l'aune de la morale, mais plutôt en regardant les systèmes. Alors le premier problème, et d'ailleurs c'est dit après dans sa vidéo, c'est qu'en fait un système, par exemple un système économique ou politique, il est toujours sous-tendu par des considérations morales. Le capitalisme, par exemple, considère que les inégalités de richesse sont justifiées, du fait de tout un tas de présupposés moraux. La notion de mérite, dont je suis pas fan, en est un bon exemple. Et Thomas Piketty ne s'y est pas trompé dans son livre Capitalisme et idéologie, où il parle pas mal de mérite. Plus largement d'ailleurs, tout le sens de cet ouvrage, c'est justement d'analyser les considérations et les justifications morales qui ont été utilisées ou qui sont utilisées pour justifier les inégalités. Je vous renvoie à ma vidéo récente sur Victor Ferry si vous voulez quelques éléments en plus là-dessus, mais donc venir dire oui, faut pas parler de morale, il faut parler de système, c'est un non-sens en fait, parce qu'un système social humain a toujours des composantes morales. J'ai un premier extrait de l'éthique, oui on en revient à du Spinoza, ça faisait longtemps, j'ai un extrait donc à vous lire, et plus précisément c'est la deuxième scolie de la proposition 37. Je cite. La société pourra donc s'établir à cette condition qu'elle disposera du droit primitif de chacun de venger ses injures et de juger de ce qui est bien et de ce qui est mal, et qu'elle aura aussi le pouvoir de prescrire une manière commune de vivre et de faire des lois, en leur donnant pour sanction non pas la raison qui est incapable de contenir les appétits, mais la menace d'un châtiment. Cette société fondée sur les lois et sur le pouvoir qu'elle a de se conserver, c'est l'État. Et ceux qu'elle couvre de la protection de son droit, ce sont les citoyens. Donc ici, ce que nous dit Spinoza, c'est qu'en fait l'État, les lois, etc., ce sont des prescriptions morales, plus ou moins arbitraires d'ailleurs, sur lesquelles on s'accorde pour vivre ensemble. Et en fait, tous les systèmes sont comme ça. Toute forme d'organisation sociale comporte une part d'éthique normative, c'est-à-dire prescriptive. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Alors les choses en question peuvent varier d'une culture à une autre, bien sûr, mais il n'en reste pas moins que c'est une constante. Nos systèmes sont, au moins en partie, moraux. Mais même plus largement, moi ce qui me dérange dans cette posture qu'on peut voir chez Bégodeau ou bien chez Lodoniri, c'est qu'elle est elle-même teintée de considérations prescriptives. Dire qu'il faut pas analyser le monde au regard de la morale, paradoxalement, ça aussi c'est une posture morale, juste ça n'est pas conscientisé. Repassons-nous l'extrait de tout à l'heure. Savez-vous l'erreur numéro 1 que vous faites quand vous analysez le monde? Avoir une lecture du monde moral plutôt que par le système. Donc comme on l'a vu plus tôt, ici Lodoniri nous dit que c'est une erreur d'analyser le monde moralement plutôt qu'en système. Et moi j'ai envie de demander en fait pour quelle raison, si ce n'est une raison morale, est-ce que c'est un problème? Si tu dis que tel ou tel raisonnement est une erreur, implicitement t'as déjà pris position moralement, puisque tu sous-entends que la vérité est préférable à l'erreur. C'est une position éthique ça. D'ailleurs le respect de la vérité c'est une prescription morale très ancienne. C'est par exemple présent dans la Bible, on peut voir ça dans les psaumes 15 versets 2 et 3, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. C'est aussi très présent dans le Coran, avec par exemple le verset 42 de la deuxième sourate, ne voilez pas la vérité avec le mensonge, et ne dissimulez pas ce que vous savez. Tout ça pour dire donc que le fait de préférer le vrai au faux, c'est aussi une prise de position morale, avec laquelle je suis d'accord d'ailleurs, mais j'essaie simplement de montrer qu'en fait, toute prescription vaguement politique est toujours liée, d'une façon ou d'une autre, à l'éthique. Dès qu'on dit, même de façon implicite, qu'il vaudrait mieux faire ceci plutôt que cela, c'est une prise de position morale. Et d'ailleurs, Lodoniri prend même position de façon encore plus claire après ça. Regardez ce second extrait. Le point ici n'est pas de justifier des comportements abominables, mais de les comprendre, pour éviter de participer au système qui a produit ces comportements. Si le but c'est de ne pas reproduire des comportements, c'est bien que ces comportements sont jugés comme mauvais, sinon il n'y a aucune raison de ne pas les reproduire. Or, comment peut-on juger qu'un comportement est mauvais autrement qu'au regard de la morale?
C'est une question rhétorique, évidemment. Parce que dire ça, c'est une prise d'opposition éthique. Et vous savez quoi, c'est pas grave. Il faut vraiment sortir de ce faux débat. Tout le monde, en politique, est dans une posture morale. Prenez n'importe quel fait de société que vous considérez comme débattable, que ce soit votre conception du droit à l'avortement, ce que vous pensez de la peine de mort, des impôts ou de l'éducation, votre opinion sur ces questions sera forcément sous-tendue par des considérations morales. Et j'ajoute en passant que la morale, donc l'éthique, c'est un champ d'étude de la philosophie. Autrement dit, c'est un sujet sérieux. Et le problème, ce qui agace certains, et je peux les comprendre, c'est quand ils entendent des prescriptions morales bêtes. Parce que comme tout le monde a une morale, tout le monde pense avoir raison. Sauf qu'en fait, l'éthique étant justement un champ d'étude de la philosophie, bah non, l'avis de chacun n'est pas équivalent. Est-ce que vous pensez par exemple que Pascal Praud est un éthicien chevronné? Là encore, c'est pas une vraie question. Et c'est pour ça que des gens comme Bégodeau s'agacent quand ils entendent tel ou tel journaliste venir nous faire la morale. Et moi aussi ça m'agace, hein. Mais le problème ici, c'est pas la question de la morale en soi. Le problème, c'est la question de la compétence. Et quand un spécialiste de philosophie morale vous fait la morale, bah c'est pas pareil que quand c'est un clown. Et en fait, c'est vrai dans tous les domaines. Par exemple, j'irais pas non plus voir une conférence de Pascal Praud sur la physique nucléaire, parce que a priori, il n'y connaît rien. Même chose, j'irais probablement pas voir un concerto pour violon joué par Pascal Praud. Bref, je pense que vous avez compris où je veux en venir, et en fait, c'est là qu'on voit quelque chose que j'avais évoqué dans mon débat avec Doumit, à savoir qu'on fait un deux poids deux mesures avec l'éthique. C'est une discipline dont on attend des choses impossibles, en prétendant que le simple fait qu'il y ait des désaccords entre des individus sur des questions morales prouve qu'il ne peut pas y avoir de consensus universel à leur sujet. Et c'est bizarre ça, parce qu'on fait ça dans aucun autre domaine. Ce à quoi tu fais référence, pour les gens qui écoutent, c'est l'argument qu'on appelle la guillotine de Hume, qui en gros... Le problème c'est que, là ça va faire un débat parallèle, et en fait il y a plusieurs interprétations de cette guillotine, mais en gros l'idée, comme elle est généralement comprise, et comme toi tu l'as décrit là, c'est qu'on ne peut pas... on ne peut pas tirer un jugement de valeur à partir d'un jugement de fait. Et là, on en revient à ce que je te disais, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un deux poids deux mesures. Et reprenons la comparaison avec la médecine. Dans le domaine de la médecine, on fait ça. Il y a un jugement de fait, vous avez une tumeur, jugement de valeur, le cancer c'est mauvais, donc on va vous enlever la tumeur. Tu vois. Et donc évidemment, on peut dire que c'est arbitraire, tu vois. Mais en fait, il y a bien une forme d'universalité dans le fait que la plupart des humains n'ont pas envie de mourir, et donc ils n'ont pas envie de garder une tumeur cancéreuse. Gardons l'exemple de la médecine. On a mis du temps à comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie microbienne, qui postule que ce sont des micro-organismes comme les virus et les bactéries qui sont responsables de tout un tas de maladies. Pour autant, même quand personne ne le savait, c'était déjà vrai. Et aujourd'hui encore, je suis sûr qu'on peut trouver des marginaux qui sont pas d'accord. Est-ce qu'un tel désaccord nous oblige à respecter leur opinion, ou à considérer qu'aucun consensus universel n'est possible? Je crois pas. Et c'est la même chose dans le domaine moral. J'ai jamais entendu un bon argument qui viendrait contrecarrer ça. Et pour en revenir à notre thématique initiale, bah en fait, dès lors qu'on est inséré dans un système, il y a des normes morales qui émergent. Et donc, encore une fois, opposer lecture morale et lecture systémique, c'est pas cohérent parce que l'un n'empêche pas l'autre. Le point n'est pas de dire que tout est de la faute du système et donc qu'on n'a rien à jouer. On est doué de libre arbitre. C'est de notre responsabilité de déconstruire des comportements que les systèmes ont essayé de nous mettre en nous pour éviter d'être dangereux pour autrui. Pour pouvoir intervenir quand on voit un mauvais comportement chez autrui. Cette vision par le système est beaucoup plus intéressante qu'une vision morale des choses. Mais la vision par le système qui est proposée ici est éminemment morale. D'ailleurs, ça se voit même dans le lexique employé. Regardez juste cette phrase-là. Ici, notre ami nous dit que c'est utile de pouvoir intervenir quand on voit un mauvais comportement chez autrui. À quel moment c'est pas une prescription morale, ça ? Aucun. Et comprenez-moi bien, moi je suis pas en désaccord, je pense qu'il faut intervenir quand on voit un mauvais comportement. Et oui, une lecture systémique peut nous aider à comprendre les mauvais comportements. Simplement, cette lecture est elle aussi morale. Et on peut pas y échapper en fait. Dès lors que l'humanité se rassemble en communauté et s'organise, elle crée des systèmes moraux. Et j'ai un nouvel extrait de Spinoza à vous lire à ce sujet, qui va dans le même sens que le précédent, mais qui est cette fois tiré du traité politique. Je cite. Sans un secours mutuel, les hommes peuvent à peine soutenir leur misérable existence. Car un homme tout seul ne peut ni se garder contre les dangers qui l'entourent de toutes parts, ni labourer, semer, récolter, moudre, cuire, tisser, faire enfin tout ce qui est nécessaire à l'entretien et à l'embellissement de son existence, outre qu'il est souvent exposé aux maladies, à l'abattement d'esprit, sujet à la vieillesse et à une infinité d'autres maux. Afin donc de n'être plus sous le coup de craintes et d'attaques continuelles, de se pouvoir développer avec plus de plénitude et de jouir en paix des douceurs et des commodités de l'existence, que durent faire nécessairement les hommes vivant dans l'état de nature, ils s'assemblèrent un jour, exposèrent leurs plaintes réciproques, s'entendirent, et ce droit absolu que chacun d'eux possédait, dans l'état de nature, d'accomplir toutes ses volontés, de chercher à contenter toutes ses passions, et de saisir comme lui appartenant tout ce dont il pouvait s'emparer, ce droit déterminé par la seule force et la seule puissance de chacun, ils convinrent d'en abandonner une partie, et de le transférer à tous collectivement, autrement dit à la société, laquelle alors, au nom de tous ses membres, devait prendre toutes les mesures concernant l'intérêt général, veiller au salut commun, tirer vengeance du dommage causé, attribuer à chacun ce qui lui était dû, en un mot, décréter ce que tous ensemble devaient faire, et ce dont tous se devaient abstenir.
Ainsi se forma cet être de raison que l'on appelle l'État. Alors apparurent les premières règles, et l'on pourrait presque dire les premières notions sérieuses du juste et de l'injuste, du bien et du mal moral, du tien et du mien, du péché et du mérite, de la louange et du blâme, etc. Ce qu'on voit donc ici, à nouveau, c'est que Spinoza nous dit que dès lors qu'on sort de l'état de nature, on fixe des normes relatives au bien et au mal. Et donc justement, contrairement à ce qui est dit par Lodonieri et d'autres, une analyse morale, c'est intéressant. Et une analyse systémique conséquente n'ignore pas l'aspect moral. Et moi, c'est un peu ça qui m'agace dans ce que j'observe en ce moment, surtout à gauche, cette tendance qui voudrait que l'analyse marxiste, par exemple, serait amorale. Et je pense qu'en fait, cet effet de mode est lié à un second effet de mode, qui est cette utilisation abusive qui est faite des termes idéalistes et matérialistes. Comme si tout ce qui comptait, c'était l'analyse des conditions matérielles et jamais des doctrines idéologiques. Alors qu'en fait, l'un n'empêche pas l'autre, et d'ailleurs même l'un découle de l'autre. En vérité, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais la première et la plus importante, c'est que dans la tradition philosophique, idéalisme et matérialisme, c'est pas ça à la base. Le matérialisme historique, donc de Marx, n'est qu'une portion du débat en question. Débat qui d'ailleurs est métaphysique bien avant d'être politique ou historique. J'épilogue pas là-dessus aujourd'hui, je pense qu'on sera amené à y revenir de toute façon, et si ça vous intéresse, j'en ai déjà un peu parlé en fait dans cette vidéo-là. Et en ce qui concerne notre sujet donc du jour, je pense que vous avez compris mon message qui est assez simple au final. Nous sommes tous dans des postures morales en politique. Et c'est pas du tout inintéressant d'analyser les fondations éthiques d'un discours, bien au contraire. Et j'ajoute, et ce sera le sens de ma conclusion, que les plus grands noms de la philosophie se sont attelés à produire des œuvres de philosophie morale. C'est notamment tout le projet de Kant qui, quoi qu'on en pense, est un monstre sacré dans le domaine de l'éthique, et évidemment c'est aussi le projet de Spinoza. C'est pas un hasard si son magnum opus s'appelle comme il s'appelle. Et justement, pour conclure, je voulais vous lire un nouvel extrait de l'éthique qui parle de ce qui relève du bon et du mauvais pour Spinoza. C'est tiré de l'appendice de la 4e partie, chapitre 5, je cite. Il n'y a donc pas de vie raisonnable sans intelligence, et les choses ne sont bonnes qu'en tant qu'elles aident l'homme à vivre de cette vie de l'âme qui se définit par l'intelligence. Au contraire, les choses qui empêchent l'homme de perfectionner la raison et de jouir de la vie raisonnable, ce sont les seules que j'appelle mauvaises.